Bonjour à tous et merci de suivre ce 6h30. Hier, au palais présidentiel, le chef de l'État, Alassane Ouattara, a reçu le chef de la délégation de l'Union européenne en Côte d'Ivoire. Thierry de Saint-Maurice est en fin de mission dans le pays. Il est allé faire ses adieux au président de la République. Il n'existe pas de loi qui régisse le fonctionnement de l'agriculture en Côte d'Ivoire. Pourtant, ce secteur important pour l'économie nationale fournit environ 70% des recettes de l'État ivoirien. À lui seul, il occupe plus de 60% de la population active. Pour remédier à cela, le ministre de l'Agriculture a décidé de réorganiser le secteur agricole, notamment par l'élaboration de la loi d'orientation agricole. Cette loi a été validée hier à Grand-Bassam après 48 heures de réflexion. Francis Boifou. Le ministère de l'Agriculture se donne des moyens pour exécuter le PNIA, le Programme national d'investissement agricole, en initiant l'avant-projet de loi agricole. La loi sur l'orientation agricole est une boussole, un cadre légal de référence qui permet aux investisseurs d'être rassurés d'abord sur la sécurisation des investissements qu'ils font et sur la visibilité dans le secteur agricole. Et en même temps, cela permet aussi aux acteurs eux-mêmes d'être sécurisés dans leur activité. L'avant-projet de loi agricole a été validé à Grand-Bassam après 2 jours de réflexion en atelier. Le projet de loi a en son sein ce qu'on appelle une articulation pour l'utilisation spatiale du secteur agricole, qui va intégrer donc la volonté de l'État de faire en sorte que les cultures pérennes et les cultures vivrières cohabitent pour permettre la souveraineté alimentaire. Si elle est approuvée par le gouvernement et adoptée par l'Assemblée nationale, la loi d'orientation agricole aura des avantages pour plusieurs secteurs d'activité. Aujourd'hui, beaucoup d'agriculteurs ont des difficultés à avoir un accès au financement au niveau des banques. L'une des raisons, c'est qu'on ne connaît pas qui est agriculteur en Côte d'Ivoire. La loi d'orientation agricole permet de définir clairement qui est agriculteur en Côte d'Ivoire. Il y a également tous les aspects concernant le recensement des exploitants et des exploitations agricoles. La loi d'orientation agricole fixe et recommande la mise en place de fonds spécifiques pour les calamités ou les catastrophes naturelles, ce qui permettra de répondre à toutes les situations fâcheuses qui pourront survenir auprès des éleveurs. L'avant-projet de loi définit également des orientations en matière de gestion des forêts, de l'eau et de l'environnement. Bientôt, un nouveau site pour remplacer la décharge d'Akwedo. Il s'agit d'un espace de 100 hectares trouvé pour accueillir les déchets. Il est situé à Kossi-Ouin, à une quarantaine de kilomètres d'Abidjan. Ce site a été visité par le consortium américain Wise Solutions, en charge désormais de la gestion intégrée des déchets solides ménagers. Moussa Konaté, Franck Kouadiou. Une vaste étendue de terre, 100 hectares de verdure et une large ouverture dans le sol. Non loin du village de Kossi-Ouin, à 40 km d'Abidjan, ce site abritera la prochaine décharge des ordures du district d'Abidjan. Il sera géré par Wise Solutions, consortium américain désormais garant de la gestion intégrée des déchets ménagers du district d'Abidjan. This is a location where we can take the waste from Akwedo and... Ce site sera utilisé en remplacement d'Akwedo. Une fois que les ordures seront déversées ici, ce sera le fruit d'une ingénierie vraiment de haute qualité, de telle sorte qu'il n'y ait pas de risque pour la communauté. Il s'agit d'enterrer les ordures, mais pour les enterrer, il faut les trier au préalable. Parce qu'en les triant, ça permet de les élaguer, de sortir tout ce qui est fer, bois, qui peuvent servir à autre chose. Je pense que nous allons faire un travail sérieux pour qu'on ne voit plus ce que nous vivons aujourd'hui à Akwedo. L'exploitation du site durera 50 ans, mais avant la visite des lieux, une rencontre avec le ministre de l'Environnement, de la Salubrité urbaine et du Développement durable. On a décidé que cette partie de l'activité soit vraiment accélérée, pour que nous puissions très rapidement sortir donc d'Akwedo, libérer les populations qui y vivent, mais également aussi traiter, et pour ne pas dire mettre nos déchets en décharge de manière écologique et suivant les standards internationaux et les normes qui sont actuellement en vigueur.
Le consortium America Wise Solutions a été retenu suite à un appel d'offres international en octobre 2013. Les activités démarreront dans 5 mois. En économie, la Fédération ivoirienne des petites et moyennes entreprises a présenté mardi son plan d'action stratégique 2014-2018, un plan qui doit amener les entreprises ivoiriennes à être performantes, compétitives et créatrices de plus d'emplois et de richesses d'ici à 2018. La présentation de ce plan s'est faite en marge de la cérémonie de restitution des recommandations issues des travaux de la 4e édition des Journées nationales promotionnelles des PME et de l'artisanat. Le renforcement interne de la FIPME, Fédération ivoirienne des petites et moyennes entreprises, son rayonnement à l'échelle nationale, régionale et internationale, puis les outils pour exécuter sa mission. Ce sont là les 3 axes majeurs des 24 actions du plan stratégique 2014-2018 de la FIPME. Ce programme vise à donner à la fêtière des PME ivoiriennes une meilleure visibilité pour promouvoir ce secteur qui constitue 80% de la population des entreprises formelles. L'ambition de ce plan répond simplement à une réalité, c'est que le président a tracé le chemin. Il veut faire de notre pays un pays émergent à l'horizon 2020. Et c'est une noble vision qui nous engage nous tous, surtout nous qui sommes responsables de fêtières. D'autant plus que cette politique va s'asseoir sur le secteur privé et notamment sur les PME. Alors les PME s'engagent déjà à pouvoir prendre toutes les discussions pour répondre de façon favorable à cette attente. Avec ce plan d'action stratégique, les petites et moyennes entreprises veulent accroître leur compétitivité et rehausser leur contribution à la richesse nationale, actuellement de 20%. Le président de la FIPME sollicite un appui constant du gouvernement. Il a remis aux représentants du ministre du Commerce, de l'Artisanat et de la promotion des PME les recommandations des récentes journées nationales promotionnelles des PME et de l'artisanat. Ces recommandations portent entre autres sur le financement des PME, la formation des dirigeants des PME et l'organisation du secteur des petites et moyennes entreprises. Fin de parcours pour la caravane de l'emploi dans le sud de Comoé. L'initiative est du ministère d'État, ministère de l'Emploi, des Affaires sociales et de la formation professionnelle. Il s'est agi d'informer les jeunes en quête d'emploi dans la région sur les dispositifs d'insertion durable mis en place par l'État. On en parle avec Christelle Menon. 4 jours auront servi à cette caravane de l'emploi dans la région du Sud Comoé. Du 20 au 23 octobre, elle aura été le point de contact entre les jeunes de la région et les principales structures publiques en charge de la formation et de l'insertion professionnelle. La GFOP, la GEP, l'Institut ivoirien de l'entreprise, la plateforme de services Côte d'Ivoire, accompagnés de partenaires privés. Plus de 1000 demandeurs d'emploi enregistrés et formés aux techniques de recherche d'emploi et à l'auto-emploi. Comme tous mes amis qui sont assis derrière moi, voilà, ils espèrent trouver un emploi stable. Voilà, parce que les emplois, ça se trouve, mais les emplois stables, voilà, c'est très difficile. On n'avait jamais vu ça auparavant. Voilà, le gouvernement qui se déplace vers nous, voilà, pour nous offrir cette opportunité-là, je pense que c'est la bienvenue. Au total, 8 localités parcourues dans la région avec pour point de chute la ville de Grand-Bassam. Occasion de bilan. Le bilan est positif en termes d'opération de lancement. Ce qui est réconfortant, c'est cette dynamique qui est amorcée entre notre département ministériel, les autorités régionales et municipales et les jeunes. La caravane de l'emploi et de la formation professionnelle s'inscrit dans une dimension de territorialisation de la mise en œuvre des politiques et programmes d'emploi en Côte d'Ivoire. Il s'agit d'impulser une synergie d'actions à mener avec les collectivités locales en faveur de l'insertion des jeunes dans leur localité. C'est aussi à ce niveau que la question de l'emploi des jeunes trouvera des réponses. On s'intéresse à présent à la 24e édition de la Journée internationale des personnes âgées. Les festivités ont eu lieu dans la ville de Kong, dans le nord de la Côte d'Ivoire. À cette occasion, le ministre d'État, ministre de l'Emploi, des Affaires sociales et de la formation professionnelle Moussa Dosso a réaffirmé l'engagement du gouvernement à protéger et à promouvoir les droits des personnes du troisième âge. Kader Sogodougou. Les personnes âgées, une force émergente pour le développement.
Voilà le thème de la 24e Journée internationale des personnes âgées, dont la célébration officielle a eu lieu à Kong. Un thème qui met en avant la place importante dans nos nations des personnes âgées de plus de 60 ans. De 600 millions en 2000, elles seront environ 2 milliards en 2050. Très bientôt et pour la première fois, le monde comptera plus de personnes âgées que d'enfants de moins de 5 ans. D'où la vision du président de la République, Alassane Ouattara, d'engager le gouvernement à protéger et à promouvoir ces personnes. Le président de la République a des solutions pour les personnes âgées et cela doit se savoir. Car dans son programme de gouvernement, si vous allez au chapitre 6, vous pourrez lire, et je cite, « Nous instaurerons chaque année une journée des personnes âgées nous permettant de les honorer comme il se doit. » Parrain de la célébration 2014 des personnes âgées, Téné Birahima Ouattara, ministre en charge des affaires présidentielles, salue le choix de sa commune. Je voudrais saluer vos actions de ce jour, à savoir les dépistages de diabète, d'hypertension, des interventions chirurgicales et autres, dont nos parents ont bénéficié ici à Kong. Les personnes âgées dévoilent le secret de leur longévité. Le seul secret, c'est de se contrôler au moment de sa jeunesse. Et puis contrôler sa santé, la nourriture. Le ministre d'État, ministre de l'Emploi, des Affaires sociales et de la formation professionnelle, Moussa Dosso, a fait un important don composé de vivres et de non-vivres aux personnes âgées de Kong. Montant du don, 26 millions de francs CFA. La célébration de la 24e édition de la Journée internationale des personnes âgées s'est achevée à Kong sur des notes de gaieté avec des artistes présents. Je félicite ici le ministre Dosso Moussa avec ses nœuds papillons. Je suis en joie. Hors de la Côte d'Ivoire, l'émotion est forte en Afrique du Sud et dans le monde après l'assassinat du capitaine de l'équipe de football de la nation Arc-en-Ciel. Senzo Meyiwa a été tué le 26 octobre dernier lors d'un cambriolage à main armée chez l'un de ses amis à Johannesburg. L'Afrique du Sud pleure Senzo Meyiwa, capitaine de l'équipe nationale de football, fauché en pleine gloire. Le gardien de but de 27 ans a été tué dimanche soir dans ce township près de Johannesburg. Il était chez sa fiancée avec des amis. Il a été abattu dans un cambriolage. Une agression banale dans ce pays où la violence est omniprésente. Sauf que la victime, cette fois, est un héros populaire. Le gouvernement scandalisé parle de tragédie nationale. Nous avons perdu un modèle, nous avons perdu un patriote, nous avons perdu un grand champion pour son équipe. La douleur et les larmes aussi des coéquipiers de Senzo Meyiwa, effondrés par son meurtre. Le footballeur faisait l'unanimité, c'était l'espoir des Bafana Bafana. On peut dire sans aucun doute que depuis l'arrivée de Senzo, l'équipe nationale n'avait jamais eu de problème parce qu'il a toujours été un leader. C'était un guide pour les joueurs et les joueurs l'écoutaient. Dans la presse, émotion mais aussi colère. Ce meurtre violent va encore abîmer l'image de l'Afrique du Sud, tempête les médias qui demandent si la police va enfin agir. Soumises à forte pression, les forces de l'ordre ont lancé une équipe spéciale sur les traces des agresseurs toujours en fuite de Senzo Meyiwa. Une telle perte n'augure rien de bon pour notre image de marque à l'extérieur. Donc il est important de veiller à ce que ce genre de saboteurs dans notre société soit arrêté par la police, poursuivi devant la justice et incarcéré. Une récompense de 250 000 rands, environ 18 000 € est promise pour toute information sur les assassins. Aucune arrestation encore. Le meurtre du footballeur chéri de l'Afrique du Sud restera-t-il impuni? Il révèle en tout cas le malaise d'un pays où le taux de criminalité est 7 fois plus fort qu'aux États-Unis. L'épidémie d'Ebola continue de se propager, notamment en Afrique de l'Ouest. Aux États-Unis, les autorités sanitaires ont donné leur accord pour l'utilisation en urgence d'un test clinique de détection du virus après une polémique. Suite à la polémique sur la mise en quarantaine imposée par certains États américains,
Les autorités des États-Unis ont proposé lundi de nouvelles mesures pour contrôler les voyageurs revenant de pays touchés par Ebola en 4 catégories en fonction des risques. Les centres américains de contrôle et de la prévention des maladies rappellent qu'une personne n'est contagieuse que si elle développe les symptômes de la maladie. L'ONU a lancé un appel à ne pas stigmatiser les soignants de retour d'Afrique de l'Ouest. On ne doit pas faire subir des restrictions qui ne sont pas basées sur la science. Ceux qui développent les infections doivent être soutenus et non pas stigmatisés. Le meilleur moyen pour se protéger contre le virus d'Ebola, c'est de stopper l'épidémie sur place, à la source en Afrique de l'Ouest. Ces nouvelles mesures concernent moins de 100 personnes par jour qui arrivent dans un des 5 aéroports américains où sont contrôlés les voyageurs venant du Libéria, de Sierra Leone et de Guinée, pays les plus touchés par l'épidémie. Sont considérés à haut risque le personnel médical ayant soigné des malades d'Ebola. Le cas de Samantha Power, ambassadrice américaine aux Nations Unies, actuellement en visite en Afrique de l'Ouest, a été évoqué. Pour elle, les travailleurs de santé doivent être traités avec respect à leur retour. Il est très important que les personnels qui viennent ici, qui quittent leur famille, quittent une vie assez confortable pour venir soigner l'Ebola sur place. C'est très important qu'ils soient bien accueillis à leur retour aux États-Unis. Dans le même temps, je pense que la crainte des gens est légitime. Une infirmière américaine de retour de Sierra Leone, placée d'office en quarantaine alors qu'elle ne présentait aucun symptôme, a affirmé avoir été traitée en criminelle à son arrivée au New Jersey. Le Pentagone a annoncé cependant que les soldats américains de retour de mission contre Ebola en Afrique de l'Ouest seraient placés à l'isolement pendant 3 semaines sur la base de Vicenza en Italie. Et face à la menace que représente le virus d'Ebola, l'Australie a décidé elle aussi de prendre des dispositions. Ce pays a suspendu temporairement l'immigration en provenance des pays de l'Afrique occidentale afin d'empêcher la propagation de la maladie sur son territoire. Des élections crédibles et transparentes. Mardi, la mission d'observation électorale de l'Union européenne a estimé que les législatives de dimanche dernier en Tunisie ont permis au peuple de voter librement. Selon les premiers résultats, le parti islamiste au pouvoir, Ennahda, arrive deuxième, derrière les laïcs de Nida Tounes. Le parti victorieux devra former une coalition pour gouverner. Prochain rendez-vous électoral en Tunisie, la présidentielle du 23 novembre. Les ministres français et allemands des Affaires étrangères à Abuja lundi pour rencontrer leur homologue nigérian Aminou Wali. Alors que Boko Haram a rompu le cessez-le-feu avec une nouvelle série d'attaques, Paris et Berlin ont réaffirmé leur soutien au Nigeria dans sa lutte contre la secte islamiste. Ils ont également salué les efforts d'Abuja pour libérer les 200 jeunes filles enlevées à Chibok en avril dernier. Au Cameroun, 2 journalistes inculpés pour n'avoir pas informé l'État de menaces qui pesaient sur sa sécurité. Rodrigue Ntongue, jeune journaliste au Messager, et Félix Syriac Ebolebola, journaliste à mutation, ont passé la journée de mardi au tribunal militaire de Yaoundé. Lundi, tous 2 disaient n'avoir aucune idée des faits qui leur sont reprochés. Il ne me semble pas avoir été de quelque manière que ce soit dans une activité séditieuse, surtout vis-à-vis de l'institution de la République. Maintenant, vous convenez avec moi que je suis un peu dans le flou, ne sachant pas très bien de quel dossier il s'agit. Repartis libres mardi, les 2 journalistes doivent se présenter à de nouvelles audiences. Ils risquent jusqu'à 5 ans de prison. Pas de visa pour les pays d'Afrique de l'Ouest touchés par Ebola. C'est ce qu'a annoncé lundi le ministre australien de l'immigration, faisant de l'Australie le premier pays à prendre une mesure aussi drastique. Cette décision intervient 13 jours après l'hospitalisation d'une jeune fille en provenance de Guinée qui présentait de la fièvre. Les tests pour le virus Ebola sont négatifs. Jusqu'à présent, aucun cas d'Ebola n'a été recensé en Australie. L'actualité en bref dans le monde à présent. Première destination, le Proche-Orient. Les combats qui opposent depuis vendredi des islamistes à l'armée libanaise ont contraint des milliers d'habitants d'un quartier de Tripoli à fuir la ville. Retour au calme au Liban après 4 jours de violents combats à Tripoli, près de la frontière avec la Syrie.
L'armée libanaise a regagné le contrôle d'un fief islamiste au cœur de la deuxième ville du pays, où se trouvaient des combattants de la branche syrienne d'Al-Qaïda. Ces affrontements ont fait au moins une dizaine de morts et 150 blessés. Au Mexique, les autorités ont annoncé l'arrestation de 4 nouveaux suspects dans l'affaire des 43 étudiants disparus. Ils auraient participé au kidnapping des jeunes manifestants le mois dernier. Une nouvelle fosse commune a aussi été découverte près d'Iguala. Des analyses vont avoir lieu pour identifier les corps. Les proches des étudiants continuent de manifester pour obtenir la vérité. Les manifestations durent depuis un mois à Hong Kong. C'est l'épuisement et le découragement. Le mouvement pro-démocratie perd de la vitesse, même si des milliers d'étudiants campent toujours dans les rues pour réclamer un véritable suffrage universel. Peu de chances que Pékin cède. Une conférence pour soutenir les pays submergés par l'afflux de réfugiés syriens. Une quarantaine de représentants d'États et d'ONG se sont réunis à Berlin en Allemagne. Ils ont envoyé un message de solidarité aux 3 millions de Syriens qui ont fui leur pays depuis le début de la guerre civile en 2011. L'ONU appelle à augmenter l'aide financière internationale aux pays voisins de la Syrie. Et c'est la fin de ce 6h30. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur www.rti.ci. Très bon début de journée à tous et à toutes.